bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cet épisode 18 des webinaires Tous Mobiles. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de cette année 2025, donc épisode 18, déjà depuis le lancement en 2021 de ces webinaires. Je vous rappelle que ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la démarche Tous Mobiles qui a été lancée fin 2020 par le Laboratoire de la mobilité inclusive avec le soutien du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire consacré aux actions de mobilité solidaire dans le cadre des pactes et des contrats locaux de solidarité. Alors, pour ceux et celles qui suivent nos travaux dans la durée, ce webinaire s'inscrit dans la continuité des rencontres Tous Mobiles que nous avions organisées dans 6 régions il y a déjà 3 ans, avec le soutien de la DIPLP, la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Ces rencontres avaient montré notamment le besoin de mobiliser l'écosystème des acteurs de la mobilité solidaire et de travailler les enjeux de transversalité qui sont inhérents à la mobilité solidaire. Alors, les contrats et les pactes locaux des solidarités sont des dispositifs qui sont pilotés par les commissaires à la lutte contre la pauvreté auprès des préfets de région. Ils constituent les prolongements territoriaux du pacte des solidarités au niveau national. Et nous allons voir cet après-midi comment ces dispositifs s'organisent, quels types d'actions peuvent être engagées, comment les territoires s'approprient ces nouveaux outils et quelle place occupe la mobilité solidaire dans ces nouveaux dispositifs. L'objectif de notre webinaire sera de comprendre et d'illustrer avec le témoignage des commissaires à la lutte contre la pauvreté et voir comment ils contribuent sur leur territoire à la construction et à l'animation d'une stratégie locale de mobilité solidaire. Alors cet après-midi au programme, nous débuterons avec une ouverture qui sera réalisée par Johanna Bourré, qui est conseillère en charge de l'amélioration des conditions de vie et de la transition écologique et solidaire à la DIPLP, et qui nous présentera le pacte des solidarités au niveau national et ses axes thématiques, et ensuite ses déclinaisons territoriales, donc avec les contrats et les pactes locaux. À l'issue de cette première présentation, s'il y a des questions-réponses que vous pouvez d'ores et déjà à présent poser dans le chat que vous trouverez sur la droite de votre écran, normalement, nous prendrons quelques questions et nous pourrons échanger dessus. Et ensuite, nous ouvrirons une deuxième séquence au cours de laquelle nous écouterons 3 commissaires régionaux qui vont nous partager leur retour d'expérience aujourd'hui sur leur démarche qu'ils conduisent dans les régions et la place de la mobilité solidaire dans les pactes et les contrats locaux. Nous aurons d'abord avec nous M. Éric Labadie, qui est commissaire en Nouvelle-Aquitaine, ensuite Mme Yolande Eskenazi, qui est commissaire pour la région Sud, et enfin M. François Gauthier, qui est commissaire pour la région Pays de la Loire. Et à la suite de ces 3 interventions, nous aurons un deuxième temps de questions-réponses plus long, et vous pourrez adresser vos questions à nos 3 intervenants. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à poser des questions si vous en avez. Et Sandrine de Boras, qui est chef de projet innovation chez Transdev et pilote du groupe de travail Tous Mobiles, se chargera de relier ces questions, de les synthétiser et de les adresser à nos intervenants. Alors, d'abord, en ouverture, Johanna Bourré, bonjour. Si vous êtes avec nous. Bonjour, bonjour Pierre. Vous êtes conseillère à la DIPLP et donc vous allez nous rappeler comment s'organise le cadre national de travail autour du pacte des solidarités et ses déclinaisons territoriales dans les contrats et les pactes locaux. Oui, tout à fait. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la petite phrase « la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté » qui était le cadre précédent le pacte des solidarités, donc qui s'est étalé sur les années 2018 à 2022 et 2023. Et l'année 2023 en fait était une année de transition vers un nouvel outil, si on peut appeler ça comme ça, un nouveau cadre d'action qu'on a donc appelé le pacte des
le pacte des solidarités. Et effectivement, ce pacte, il a au niveau national, et puis donc il a ses déclinaisons locales, comme vous l'avez précisé, il a 4 axes. Alors, je ne sais pas si on peut voir la diapo suivante, puisque voilà, c'est parfait. Donc, je vous les passe rapidement, puis on va ensuite regarder en particulier le sujet de la mobilité. En fait, ces 4 axes, ils visent à traiter le sujet de la prévention contre la pauvreté et de la lutte contre la pauvreté dans son ensemble, dans toutes ses facettes. Et c'est bien pour ça qu'on travaille ce sujet au niveau interministériel. Le premier axe, donc, c'est la prévention des inégalités dès l'enfance. Le second, c'est tout ce qui se rapporte à l'insertion par l'emploi. Ensuite, on a tout l'enjeu de l'accès aux droits. Et puis, une nouveauté qui n'était pas affichée en tant que telle, en tout cas dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, qui est la transition écologique solidaire. Donc, en fait, on considère que la lutte contre la pauvreté au niveau national et au niveau territorial doit passer par ces 4 axes. Enfin, en tout cas, peut passer selon les besoins des publics et des territoires. Il faut bien regarder ces quatre grands sujets. Je fais un petit focus sur le dernier axe, puisque c'est quand même celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, pour vous dire qu'au niveau national, le pacte des solidarités inclut un certain nombre de mesures nationales qui sont pour la plupart pilotées par diverses administrations centrales, divers ministères. Donc, vous avez le ministère des Solidarités, le ministère de l'Emploi, de la transition écologique, des transports pour certaines. Et donc, sur l'axe 4, nous avons 5 grandes mesures que je passe rapidement. Donc, une sur l'aide alimentaire et la manière dont on peut davantage inclure des produits de meilleure qualité nutritionnelle et de meilleure qualité environnementale dans l'aide alimentaire. Un sujet sur la tarification sociale des repas pris dans les cantines des petites communes pour que les enfants soient plus nombreux à déjeuner à la cantine et bénéficient de repas équilibrés. Une mesure sur le chèque énergie, l'amélioration du recours à cette aide qui est envoyée à peu près 5 à 6 millions de ménages chaque année. Et puis, on avait une dernière mesure nationale qui participait au pacte des solidarités, qui était le fait d'augmenter le nombre de personnes modestes qui recouraient aux aides à l'achat de vélos. Alors, malheureusement, cette aide, en l'occurrence, elle a été supprimée en toute fin d'année, en tout début 2025. Donc, elle a été remplacée par un autre type de dispositif pour encourager la pratique du vélo et l'achat de vélo. Mais en tout cas, voilà, l'aide financière en tant que telle a disparu. Voilà, c'est pour vous donner un exemple des mesures nationales qui sont inscrites dans le pacte. Évidemment, ça ne veut pas dire que le pacte des solidarités se limite à ces mesures, en tout cas en ce qui concerne la transition écologique solidaire. Et on peut passer à la diapo suivante, puisque une des actions du pacte, c'est la manière dont il va se décliner au niveau territorial. Pierre l'a dit en intro, un des premiers outils et le plus conséquent, on va dire, en termes d'action, de collectivités mobilisées et en termes de budget aussi, ce sont donc les contrats locaux des solidarités. Ces contrats locaux, comme leur nom l'indique, ils sont donc au niveau des territoires. Ils se font avec les conseils départementaux et les métropoles, sur la base du volontariat, évidemment. Mais la quasi-totalité des départements et des métropoles ont décidé de passer ce contrat avec l'État. Donc, l'État représenté au niveau déconcentré. Et donc, le principe, c'est que la collectivité et l'État s'engagent, chacun à hauteur de 50% du financement des actions, à mettre en place, en fait, un ensemble d'actions qui, par leur diversité et par la différence des publics ciblés, des manières de faire, vont traiter le sujet de la pauvreté sur le territoire concerné. Le principe, c'est que les contrats reprennent les 4 axes que je vous ai cités juste avant. Le deuxième principe qui est important aussi, et ce qui est un peu la plus-value du pacte des solidarités, c'est de venir sur des actions qui vont se loger dans les interstices. On parle souvent de trous dans la raquette, des choses qui ne sont pas couvertes par le droit commun. Il n'y a pas de cadre de financement déjà inscrit sur des budgets qui se renouvellent d'année en année. Et en fait, vraiment, les contrats locaux vont pouvoir venir financer ce type d'action.
des actions que les partenaires locaux et les collectivités ont identifiées comme étant vraiment nécessaires à mettre en place, notamment grâce à tout un travail qui a été fait tout au long de l'année 2023 et début 2024 que donc on a appelé les diagnostics locaux de la pauvreté, qui ont été faits au niveau de chaque département, qui ont mobilisé beaucoup les acteurs locaux, évidemment, auprès des commissaires à la lutte contre la pauvreté qui ont piloté cette démarche au niveau des territoires, et ça a permis vraiment de cibler quels étaient les enjeux les plus importants et où public à cibler en priorité et où thématique à chaque fois. Donc ça va être par exemple, voilà, il y a un sujet sur les personnes âgées, au contraire il y a un sujet sur les familles monoparentales, sur les personnes qui vivent en ruralité. Alors évidemment, beaucoup de sujets sont ressortis et l'objectif, c'était que les contrats locaux des solidarités répondent autant que possible aux différents enjeux qui sont ressortis. Donc, comme je le disais, on est vraiment allé on cherchait à mettre en place des actions nouvelles, des expérimentations. Voilà, c'est vraiment ça la plus-value de ce type de contrat. Et donc, par définition, ne pas venir uniquement renforcer du droit commun ou des choses qui existaient déjà et pour lesquelles on se contentait de remettre une pièce dans la machine, sauf si cela permettait d'augmenter, par exemple, la capacité d'un dispositif ou le nombre de publics qui pouvaient être reçus. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a pu venir financer. Et l'autre élément important, et vous comprendrez pourquoi je le souligne, c'est que c'est un engagement pluriannuel. Donc sur les années 2024 à 2027, donc ce qui permet de donner quand même une visibilité à la fois à la collectivité et aux acteurs associatifs ou opérateurs qui vont pouvoir être parfois à la manœuvre, qui vont être à la manœuvre des actions, voilà, d'avoir une assurance que les actions sont financées au moins jusqu'en 2027. On peut passer à la diapo suivante parce que je vais vous donner quelques chiffres, mais rapides pour vous donner un peu l'ampleur de ce type d'outil. Donc, comme je le disais, tout axe confondu pour départements et métropoles, l'État met chaque année 91 millions d'euros. Donc, vous voyez que c'est quand même loin d'être neutre, donc sur tout type d'action. Et il y a un autre chiffre qui est intéressant. Donc, quand on suit le principe de 50-50, donc les collectivités mettent également 91 millions. Et en fait, au total, il y en a encore un peu plus parce que parfois, il y a du cofinancement de tiers. Donc, ce double financement fait vraiment effet levier pour aller chercher d'autres financements. J'ai aussi souhaité appuyer sur le coût moyen d'une action parce que ça, c'était aussi un élément important. Donc, on est à 146 000 euros de coût moyen. J'ai souhaité le souligner parce que l'objectif aussi des contrats locaux, c'était d'éviter les toutes petites actions un peu, voilà, qui peuvent créer un éparpillement de l'action publique. Et là, il a été décidé en tout cas, il avait été donné comme consigne de privilégier des actions qui sont assez conséquentes pour faire là aussi un vrai effet levier auprès des personnes. Je vous le disais donc également, 21% des actions sont cofinancées par des tiers, donc ça aussi c'est un point positif. Et pour revenir un petit peu donc sur notre sujet de transition écologique, donc on a 26% des actions qui relèvent de l'axe 4, tout ce qui est transition, au sein duquel 10% de toutes les actions relèvent de la mobilité solidaire. Donc là, vous voyez, on arrive à notre sujet. Départements et métropoles, alors principalement des départements, parce qu'en fait, il y a 55 départements sur les 92 ou 13 qui ont contractualisé. 55 départements ont choisi de mettre dans leur plan d'action des actions de mobilité solidaire. Donc, c'est quand même loin d'être neutre. On est à un peu plus de la moitié des départements engagés et 2 métropoles aussi ont fait ce choix. Au total, donc État et collectivité, ça mobilise 11 millions d'euros chaque année. Donc là aussi, vous voyez que c'est quand même loin d'être neutre. Le principe, c'était qu'il fallait quand même respecter un référentiel d'actions qu'on avait proposé d'être des types d'actions qui pouvaient être financées. La plupart des actions relèvent de plateformes de mobilité, donc soit de la création de nouvelles plateformes quand elles n'existaient pas, soit du renforcement de plateformes existantes qui permettent soit de couvrir une nouvelle zone géographique ou au contraire de proposer de nouveaux services ou de s'étoffer pour accueillir davantage de public.
On a aussi eu beaucoup d'actions de financement de solutions techniques de mobilité, donc ou des services type garage solidaire, auto-école solidaire, achat de véhicules, ce genre de choses. Et les PAMS, on l'a cité, mais en fait, c'était une possibilité de financer de l'ingénierie pour commencer un travail sur les PAMS, mais finalement, aucune collectivité n'a souhaité vraiment de déclencher d'actions uniquement sur l'ingénierie. Donc, voilà quelques exemples sur les contrats locaux des solidarités, enfin, quelques chiffres et l'esprit. Et je vais passer rapidement sur les pactes locaux des solidarités, donc qui sont un autre type d'outil qui est différent à plusieurs égards, puisque d'abord, à l'inverse des contrats locaux des solidarités, les pactes locaux des solidarités sont un engagement financier pour 1 an seulement, donc un peu moins de visibilité. Ensuite, la participation, enfin, c'est pas un contrat entre État et collectivité. C'est en fait le fruit d'une concertation au niveau local qui devait permettre justement de voir ce qui n'avait pas été traité par le contrat locaux des solidarités et qui pourtant était ressorti des diagnostics locaux de la pauvreté. L'objectif, c'était ça, c'était d'aller venir, après avoir fait tout le travail des contrats locaux des solidarités, venir aller adresser les derniers sujets ou le territoire ou la thématique qui n'avaient pas pu être traités par le contrat locaux des solidarités. Avec également une consigne d'être assez restreint dans le nombre d'actions et le nombre de thématiques. Il n'y avait pas forcément l'obligation, comme c'était pour les contrats locaux des solidarités, de traiter tous les axes, enfance, emploi, accès aux droits, transition. Ça pouvait être 2 à 3 priorités, parfois des priorités territoriales infra-départementales, donc une action sur un type de public dans 7 PCI, et puis c'est tout. Donc vous voyez des choses, des principes directeurs assez différents. Des enveloppes budgétaires nettement différentes également, puisque là, on est sur quasiment 18 millions pour l'année 2024, côté État, versus les 91 pour les contrats locaux. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes volumes. Par contre, là aussi, l'effet levier a vraiment bien fonctionné sur l'année 2024, puisque le fait que l'État apporte un budget a permis de faire aboutir des actions en allant chercher d'autres cofinancements. Et donc, en fait, avec tous ces cofinancements réunis, on est sur quasiment 85 millions d'euros qui sont mobilisés au niveau territorial pour des actions de lutte contre la pauvreté. Parmi ces actions, 10% relèvent de la mobilité. Donc, voilà, on peut se le dire clairement, ça n'a pas été la priorité, la principale des acteurs dans le cadre des pactes locaux, mais toutefois, il faut quand même le noter, 10% des actions, donc on est sur à peu près un peu plus de 400 actions, hein, tout pacte confondu, enfin tout territoire confondu, donc voilà, une quarantaine, 40-50 actions qui concernent la mobilité solidaire. Lesquelles actions sont un peu comme je le disais tout à l'heure pour les contrats locaux, sont là aussi volontairement plutôt conséquents, puisqu'on est sur un montant moyen de un peu plus de 200 000 euros pour chaque action. Et je vais finir rapidement. Je voulais vous partager un petit graphique que je trouvais intéressant sur les pactes locaux des solidarités, qui est issu du bilan qu'on a fait là tout récemment. Alors, on a interrogé les commissaires qui donc nous ont répondu d'après eux, et j'imagine d'après ce qu'ils perçoivent aussi sur le territoire. La question, c'était, selon vous, quelles sont les principales réussites du pacte, donc du pacte local des solidarités. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous cite les items majeurs. 63% ont répondu que les pactes répondaient à des besoins non couverts par le droit commun. Donc là, on voit qu'on a vraiment réussi à répondre à ce qu'on cherchait. En fait, c'est d'aller, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les interstices, les trous dans la raquette, que sans ces financements-là, on n'aurait pas pu traiter. 56% aussi répondent que ce qui est un succès, c'est que ça a produit un impact immédiat sur les bénéficiaires. Et ça aussi, c'était vraiment une volonté d'apporter une réponse immédiate, que le bénéfice soit immédiatement visible. Et puis après, il y a d'autres items sur notamment la mise en jeu la mise en visibilité des enjeux de solidarité, que je trouvais intéressant parce que on sait que dans certains territoires, c'est plus ou moins facile de faire émerger ces sujets. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de finir là-dessus pour vous montrer que c'est un outil qui, malgré le fait, comme je vous le disais, qui est un engagement annuel, qui mobilise moins de crédits, trouve un certain succès sur les territoires.
Très bien. Merci, Johanna, pour ce premier panorama général et on comprend bien la logique, hein, l'effet de levier recherché avec les contrats et les pactes. Alors, je crois qu'on a déjà des questions. Peut-être avant de passer aux questions, moi, je voulais faire un rappel ou que vous nous rappeliez l'exercice de diagnostic qui a été fait. Il a été fait par tous les départements, par toutes les régions. Ça, c'est pour que l'ensemble de nos participants comprennent bien. Et ensuite, est-ce qu'il y a, voilà, dans les choix et la sélection des actions qui sont engagées, est-ce qu'il y a une méthodologie qui est appliquée pour évaluer déjà ex ante l'impact? Est-ce que ça a compté dans les critères de choix? Si oui ou pas, et est-ce que cet impact est mesuré ensuite au niveau de chaque action ou à quelle maille, en tout cas, ces impacts sont mesurés? Oui, alors, le diagnostic local, effectivement, donc c'était vraiment à l'échelle départementale. Les commissaires pourraient mieux répondre que moi puisqu'ils l'ont suivi, mais effectivement, chaque et voilà, le fruit de concertation locale avec beaucoup de nombreux acteurs, également l'étude des indicateurs classiques de la pauvreté, du chômage, de ce genre de choses, avec un rendu qui était quand même assez conséquent. C'est des diagnostics qui font, je sais pas, je dirais une bonne 40-50 de pages qui détaillent, assez précieux, je pense. Mais peut-être que les commissaires voudront préciser. Et pour répondre à votre deuxième question, alors sur l'évaluation, c'est vrai que c'est des choses qu'on a souhaité mettre dans le paysage dès la négociation en fait, des contractualisations. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un critère indispensable de choix des actions. Par contre, ce qui a été tout de suite décidé, c'est que deux choses. Première chose, il y aurait une évaluation à mi-parcours des contrats locaux des solidarités. Donc, ça va être l'objet de la deuxième moitié de l'année 2025, donc de tous les contrats locaux des solidarités qui vont être évalués. Et la deuxième chose, il y aura un choix dans chaque contrat, on a demandé aussi au service d'expliquer une action qui fera l'objet d'une mesure d'impact. Méthodologie de mesure d'impact, elle est en train d'être construite. On a les collègues à la délégation qui s'en occupent et qui préparent avec les collectivités, les acteurs associatifs, les personnes également. Un enjeu. Alors, il y a un bruit un peu désagréable de fond. Je ne sais pas si quelqu'un qui doit avoir un micro ouvert peut le fermer. Et voilà, donc je disais que la méthodologie sur la mesure d'impact est en train d'être construite. Donc le principe, voilà, c'est que dans chaque contrat, donc en fait, dans tous les contrats locaux des solidarités, en tout, il y a à peu près 1500 actions. Donc évidemment, toutes ne vont pas pouvoir faire l'objet d'une mesure d'impact, mais on a demandé que dans chaque contrat, au moins une action fasse l'objet d'une véritable mesure d'impact. Et pour les pactes locaux des solidarités, là, c'est vrai, c'est bien tout le pacte, puisque comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus restreint comme outil. Tout le pacte fera l'objet d'une mesure d'impact, selon la même démarche méthodologique. D'accord. Très bien. On peut rappeler que le laboratoire de la mobilité inclusive a publié un document qui est encore récent, hein, sur la mesure d'impact des projets de mobilité inclusive qui vise à orienter les acteurs vers les méthodologies et qui montre l'importance d'évaluer les impacts économiques, sociaux, environnementaux des actions de mobilité inclusive qui sont menées. Et donc, voilà, c'est un document qui peut être utile aussi dans ce cadre-là. Sandrine, est-ce qu'on a des questions du côté de nos participants? Oui, on a quelques questions. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va, oui. Alors, la première question, Johanna, c'est une question de précision. Vous avez évoqué un montant de 11 millions d'euros quand vous évoquiez les contrats locaux des solidarités qui correspondaient à 10% des actions qui relèvent des mobilités. La question est de savoir si c'est un montant global ou un montant qui est alloué chaque année aux porteurs qui ont choisi ces actions-là. C'est bien chaque année. Tous les chiffres que je vous ai donnés, c'est des chiffres annuels. Donc oui, c'est bien chaque année. Les 11 millions, c'est moitié État, moitié collectivité. Donc 5,5 millions chacun.
D'accord, très bien. Et une autre question de précision, est-ce qu'il est possible de consulter les pactes et les contrats locaux en ligne ou est-ce qu'il faut se référer à une structure ou une personne en particulier? Alors, effectivement, on ne les a pas du tout mis en ligne. Je pense que pour en savoir plus, en fait, je dirais que le meilleur interlocuteur sera le commissaire à la lutte contre la pauvreté, qui a évidemment tous les contrats, puisqu'il a suivi tout ça dans chacun des départements et métropoles. Voilà, je dirais que c'est plutôt avec eux et où les services déconcentrés de l'État et ou des collectivités, évidemment. On peut voir ça. Après, on va, nous, au côté délégation, on va publier un bilan des contractuels, du pacte des solidarités, dont les contractualisations. Par contre, c'est vrai qu'on n'ira pas, donc il y aura quelques chiffres comme ceux que je vous ai donnés, mais évidemment, il n'y aura pas la liste de toutes les actions dans chaque département. Donc voilà, pour avoir vraiment le détail, il faut voir au niveau local. On aura peut-être une réponse complémentaire des commissaires qui interviendront ensuite. Peut-être une dernière question, si on a encore le temps, sur les bénéficiaires du soutien financier possible dans le cadre du pacte locaux des solidarités. Est-ce que les régions AOM peuvent bénéficier, notamment pour la mise en œuvre des PAMS, de soutien financier pour les définir et les mettre en œuvre aux côtés des départements? Alors, je dirais que sur le principe, a priori, rien ne s'y opposerait. En tout cas, dans les pactes, si la question porte bien sur les pactes locaux, donc dans l'outil, on va dire le plus souple en fait, puisqu'il est, il est vraiment à la main des acteurs locaux sous la supervision du commissaire et du préfet. Mais sur le principe, rien ne s'y opposerait pour que, par exemple, dans le pacte 2025, puisque là, les chiffres que je vous ai donnés, c'était sur les pactes locaux 2024, que le pacte 2025 prévoit ça. Par contre, il faut quand même que ce besoin émerge de l'ensemble des acteurs du territoire. C'est-à-dire que vraiment de cette manière que les choses se font. C'est un besoin qui est assez consensuel qui émerge et donc l'État décide d'attribuer, de financer telle et telle action. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait un consensus local pour que ce sujet soit mis à l'ordre du jour, mais ce serait une très bonne chose. Très bien. Merci. Merci pour cette ouverture. Nous allons nous intéresser maintenant aux 3 régions. Nous avons la chance d'avoir 3 commissaires aujourd'hui avec nous qui vont nous partager retour d'expérience. Donc 3 commissaires à la lutte contre la pauvreté. Bonjour Eric Labadie. Bonjour. Vous êtes commissaire en région Nouvelle-Aquitaine et vous allez nous parler de la démarche qui a été engagée en Nouvelle-Aquitaine pour animer ce pacte des solidarités dans votre région. Peut-être on va pouvoir revenir sur les points déjà qui ont été évoqués, hein, comment les priorités ont été identifiées, la question du diagnostic, la place de la mobilité solidaire dans les thématiques et comment, je crois, cela aboutit à sélectionner, si le chiffre est bon, 81 projets de mobilité solidaire. Vous confirmez ce chiffre? En Nouvelle-Aquitaine? Oui. Alors, non, il n'y a pas 81 projets de mobilité solidaire en Nouvelle-Aquitaine. Parce que 81 projets, ce serait plus que la totalité des projets que j'ai. Donc, non, ce n'est pas 81. D'accord. Alors, si vous voulez, d'abord, je vous prie de m'excuser les uns et les autres parce que j'ai un problème d'extinction de voix depuis 2 jours. Elle est un peu revenue aujourd'hui, mais enfin, ce n'est pas encore parfaitement bien. Alors, je vais à la fois donner un éclairage sur comment est pris en compte la question de la mobilité solidaire dans les pactes, mais plus globalement, enfin, dans les pactes locaux et plus globalement dans la logique du pacte des solidarités. Et pour cela, je vais commencer par un petit flashback. Parce que, en fait, la démarche de soutien à la mobilité solidaire, elle s'est véritablement structurée en 2022 dans le cadre de ce qui s'appelait dans la précédente contractualisation les crédits d'alliance
et qui prenait la forme de différents appels à projets, d'une part, et dans le cadre aussi du contrat d'engagement jeune, et plus particulièrement du CEJ Jeunes en rupture, le CEJ JR, puisque à cette occasion, on avait bénéficié de crédits complémentaires au crédit de l'emploi pour développer des dispositifs de mobilité solidaire ouverts aux personnes les plus précaires. Et donc, par exemple, en 2022, j'avais plus de 1 200 000 euros qui avaient été mobilisés pour des projets dans l'ensemble des départements néo-aquitains. Et puis, à l'intérieur de ces projets, il y avait quelques projets de dimension régionale. Parce que la question de la mobilité apparaissait comme comme le premier frein à l'accès, alors bien sûr à l'emploi, mais de manière plus générale à l'accès à l'emploi, à la formation et à la totalité des droits sociaux, en fait. Parce que dès lors que les personnes ne peuvent pas se déplacer pour aller au travail, elles ne peuvent pas se déplacer non plus pour un rendez-vous médical, par exemple. Donc, fort de ce constat qui a été confirmé dans les diagnostics qui ont été menés en 2023, parce qu'en 2023, on a essayé par département de faire à la fois le point sur les 5 années précédentes, sur ce qui avait été initié dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, et puis de mettre l'accent sur les sujets sur lesquels il fallait approfondir le travail coopératif. Donc, la mobilité est apparue dans beaucoup de diagnostics et elle apparaît aussi dans les études que réalise régulièrement France Travail en interrogeant les allocataires pour connaître ce qui les empêche d'accéder à l'emploi. Alors, une fois qu'on a ça en tête, et qu'on a en tête qu'on est dans un nouveau cycle de contractualisation qui s'appelle le pacte des solidarités, avec un niveau départemental, comme on vient de le dire, et un niveau infradépartemental, on aura compris, ça me permet de reprendre la question sur la place des régions et ce qu'on peut faire dans le cadre des AOM et des projets PAPS. En fait, on n'a plus de contractualisation avec les conseils régionaux. Donc, on n'a pas d'outils financiers qui nous permettraient de contractualiser avec un conseil régional. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais si je prends l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, le conseil régional nous a dit clairement qu'il ne voulait pas aller au-delà de ce qu'ils font déjà. Et ce qu'ils font déjà, c'est mettre en place une tarification solidaire extrêmement intéressante et pour l'accès au transport bus et l'accès au transport ferroviaire. Parce que par exemple, le ticket de bus, pour quelqu'un qui a une carte solidaire, c'est 80 centimes, quelle que soit la distance parcourue sur le bus, en bus, pardon. Et donc, on a prévu avec le conseil régional, donc on ne va pas leur demander de faire plus, mais il n'y a actuellement que 46 000 personnes qui ont fait établir une carte de mobilité solidaire, alors qu'on a presque 900 000 personnes en situation de pauvreté en Nouvelle-Aquitaine. Donc l'idée, c'est plutôt de faire mieux connaître cet outil qui maille plutôt bien la totalité du territoire néo-aquitain. Donc ça, c'était pour juste la petite parenthèse, retour sur le niveau régional. Pour ce qui est des pactes et donc aussi bien des contractualisations départementales que des contractualisations infradépartementales, actuellement, j'ai encore 5 projets qui sont financés au titre du pacte des solidarités. Enfin, plus exactement, j'ai encore des projets dans 5 départements et dans le cadre de la renégociation 2025, je vais en avoir aussi dans un 6e département. Là où je dirais la dynamique et la structuration des partenariats est la plus aboutie, c'est dans le département de la Charente, puisque
au sein du contrat local des solidarités de Charente, sur les 4 années du contrat local, j'ai une contractualisation à hauteur de 400 000 euros pour l'État et 400 000 euros pour le conseil départemental, donc 800 000 euros en tout, qui permettent à la fois de financer un garage solidaire avec un objectif de 80 bénéficiaires par an de ce garage solidaire. Et on finance aussi, on cofinance avec le conseil départemental des conseillers en mobilité inclusive sur l'ensemble du territoire charentais, et donc qui sont ouverts à toute personne en situation de précarité et aussi aux jeunes des missions locales, avec un objectif de à peu près 300 personnes par an qui sont accompagnées. Cet outil-là, c'est un outil qui fonctionne bien, qu'on a d'abord initié au titre des contractualisations de la première génération de la stratégie pauvreté. On l'a fait monter en puissance à partir de 2018-2019. Il a trouvé sa pleine application à partir de 2023, et donc on avait décidé de le poursuivre sur les 4 ans qui viennent. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas les collègues de la Charente avec moi? C'est parce que, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais la Charente n'a pas pu voter son budget, et donc sous la tutelle du préfet et de la Cour régionale des comptes, et donc les collègues du conseil départemental ne souhaitent pas s'exprimer en ce moment tant que la situation n'est pas réglée du point de vue politique dans l'exécutif charentais. Et le président s'est vu retirer la totalité de ses délégations la semaine dernière. Donc, bon, c'est vraiment compliqué pour le conseil départemental. Et pour les collègues de la DETS, puisque le budget n'est pas voté et qu'il faut attendre le quitus de la Chambre régionale des comptes, tant qu'on n'a pas cette approbation concernant la totalité des actions des lignes du budget et puis ensuite des actions derrière, on ne peut pas s'exprimer, ils ne peuvent pas s'exprimer pour l'instant. Ce que je peux vous dire sur l'intérêt de la démarche, c'est que la mobilité a été considérée et par les services de l'État et par le conseil départemental comme un outil clé dans le retour à l'emploi des personnes ou en formation, des personnes en situation de précarité. Pour la bonne et simple raison que en Charente, pour faire simple, il y a deux pôles d'emploi. Il y a Angoulême et le Cognaquais. Et de fait, il faut pouvoir se déplacer pour aller là où est l'emploi sur le département. Mais souvent, là où est l'emploi, on ne trouve pas de logement, ou alors on trouve des logements à un tarif moyen plus élevé. Donc, on a beaucoup de personnes qui vivent dans des zones soit rurales, soit en périphérie de la ville d'Angoulême. Et c'est pour ça que la mobilité avait été à l'origine retenue. Et ce qu'on a vu depuis maintenant, on est en 2025, donc depuis maintenant 6 ans, c'est que ça a un effet dynamisant sur les personnes en situation de précarité, en particulier les allocataires du RSA, parce que comme on les accompagne aussi bien vers par exemple l'accès au permis que vers l'accès à des véhicules 2 roues, 4 roues, dès lors qu'ils ont le permis, et qu'on relie cet accès à la mobilité à d'autres accès, l'accès à la santé,
et l'accès à la formation et au logement, comme je le disais tout à l'heure. On est bien dans un accompagnement, alors qu'on a appelé à une époque l'accompagnement global, et ça a un effet plutôt intéressant sur le retour ou le maintien dans l'emploi. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Alors ça, c'était l'exemple charentais. Oui, ce que je pouvais vous dire d'autre, c'est que j'ai deux autres expériences expériences ou mises en œuvre dans deux départements très différents. Un département encore plus rural que la Charente, qui est le département du Lot-et-Garonne, où alors là, ça n'est plus financé dans le cadre du pacte des solidarités, mais on avait mis pas mal d'argent côté État dans la mise en œuvre d'une plateforme de mobilité sociale dans le département 47, et ces financements initiaux de 2021-2022 qui ont porté leurs fruits et qui ont permis donc d'avoir une plateforme qui est accessible à toutes les personnes en situation de précarité dans le département du Lot-et-Garonne, a fait que le département a souhaité poursuivre des actions en faveur de la mobilité solidaire, mais qu'il finance maintenant totalement. Donc, ça n'est plus dans les contractualisations. Donc, ça, c'est une expérience positive, je dirais, qui a montré l'effet de levier des financements au titre de la lutte contre la pauvreté. Et enfin, alors là, département beaucoup plus urbain et avec aussi des quartiers, beaucoup de quartiers prioritaires de la ville. Donc, c'est le département chef-lieu de région, la Gironde, où on a commencé au titre des Calpae, et puis on continue à financer des projets au titre des pactes locaux des solidarités. Alors, on a privilégié des projets qui se déploient d'abord dans les quartiers prioritaires de la ville, où on a des outils de mobilité, en particulier les transports en commun relativement denses et qui desservent bien le territoire de la métropole de Bordeaux, mais qui ne sont pas toujours utilisés à plein, avec un exemple type qui est la difficulté à comprendre les grilles horaires et la logique des correspondances entre train, vélo électrique et tramway, vélo électrique et bus. Donc, quand on maîtrise bien les outils, c'est très facile, mais quand on ne maîtrise pas bien les outils, c'est pas évident de s'y retrouver. Donc, on a besoin, en gros, d'ateliers de compréhension et d'utilisation de la lecture des grilles horaires de la régie de transport. Ça, c'est pour l'intervention dans les quartiers prioritaires. Et on a choisi aussi d'intervenir dans 3 secteurs ruraux qui sont les plus pauvres du département et qui sont paradoxalement les 3 secteurs producteurs de vin, puisque dans ces 3 secteurs producteurs de vin, c'est là qu'on a à la fois les personnes les plus riches, qui sont très très riches, mais qui sont peu nombreuses, mais on a beaucoup de personnes, et en particulier des travailleurs agricoles ou des travailleuses agricoles qui ont des contrats précaires ou très précaires et qui sont dans des situations financières dégradées. Et donc, dans ces territoires qui sont plutôt enclavés, on a un vrai sujet d'accès à la mobilité des personnes. Et donc, on a fait le choix de 3 quartiers prioritaires, 3 zones rurales assez qui ont du mal où les personnes ont du mal à accéder, et en choisissant des opérateurs ou des solutions différentes, hein, dans des endroits, on a plutôt mis l'accent, dans un quartier, on a plutôt mis l'accent sur la location de vélos électriques. Dans d'autres endroits, dans un autre quartier, c'est plutôt un garage solidaire qui a en plus une fonction
d'échange social et de solidarité donc on a voulu aider à ce titre. Et puis dans les autres, c'est plutôt des questions, comme je le disais, d'éducation qui permet de mieux maîtriser les outils et de comprendre comment on peut utiliser la mobilité solidaire. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour cet éclairage qui est à la fois global et on a bien compris les problématiques de terrain et votre logique d'intervention, hein, et même avec le lien avec les différentes mesures qui pouvaient préexister avant les pactes et les contrats. Vous avez, avec l'exemple que vous avez mentionné sur la poursuite d'actions qui était initiée dans le cadre de la stratégie pauvreté auparavant, et vos modalités d'intervention à la fois sur des solutions, sur l'accompagnement, bien sûr, de certains publics, qui est essentiel, sur aussi l'effet de levier ou la diminution du taux de non-recours, comme la tarification solidaire des transports en commun, qui est assez éclairant. Je vous propose de garder les questions, en tout cas des participants, pour la fin des 3 interventions, et de passer au témoignage de Madame Eskenazi, si vous êtes avec nous. Alors, on ne va pas vous voir, mais normalement, on vous entend. Voilà, c'est parfait. Oui, je suis absolument navrée. Bonjour à toutes et tous, mais il y a le son, mais il n'y a pas l'image. Écoutez, on va faire avec, on vous entend très bien, donc c'est le principal. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes commissaire pour la région Sud. Provence-Alpes-Côte d'Azur, oui. De votre côté, vous avez peut-être particulièrement travaillé sur la mobilisation des acteurs de votre région avant de passer au volet plus formel, hein, quelque part, avec la contractualisation des soutiens à la mobilité solidaire. Et vous allez nous expliquer comment vous avez coordonné l'action publique avec un certain nombre d'acteurs, avec aussi l'objectif un peu in fine, hein, d'arriver à soutenir la mise en place des plans d'action de mobilité solidaire, des PAMS, au niveau de votre région. Oui, ce qui me semble intéressant, c'est de pouvoir vous montrer un peu une démarche globale, d'ensemble, comment, en tant et en qualité de commissaire à la lutte contre la pauvreté, on peut à la fois accompagner des dynamiques locales en termes de mobilisation, appuyer la structuration de l'offre, comme mon collègue vient de l'illustrer, et à chaque fois aussi avoir cette préoccupation centrale de porter la question spécifique des publics précaires. Par exemple, là, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint que vous allez certainement affiché, mais et que je vais présenter, mais je prends la COP régionale sur la question de la transition écologique. Et ben, par exemple, on a tout un travail en lien avec l'autorité régionale et la secrétaire à la COP régionale. Et parmi ces travaux, il y a la question de se déplacer. Comment dans la COP régionale la question des publics précaires est prise en compte sur l'axe, par exemple, mobilité, comme on peut le faire sur d'autres travaux. Donc, il y a un rôle vraiment aussi d'impulsion et de connaissance des publics et de transversalité de l'action. Alors, ce qu'on a pu faire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et on retrouve un peu ce que disait Éric Labadie, ça part aussi de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire dès 2022. Et donc, c'est un peu la démarche d'ensemble depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, comment on se saisit de ce sujet-là, tant sur la mobilisation des acteurs que leur outillage, que la structuration de l'offre. Et bien sûr, je préciserai ce qu'on fait sur l'action publique, mais je vais rentrer dans les détails. Donc, je vous invite à défiler le PowerPoint. Alors, sur la question de la mobilisation, au démarrage, quand on y a travaillé en 2022, on a décidé de partir vraiment d'une approche très territorialisée. Donc, on a eu quand même un premier webinaire parce qu'il y a des besoins de s'acculturer, donc un webinaire de niveau régional, un peu comme nous le faisons aujourd'hui, qui rassemble, qui mobilise, qui permet des échanges. Mais on est tout de suite redescendu à une échelle départementale, même interdépartementale,
interdépartemental avec un cycle de rencontres qui a valu justement phase de diagnostic, c'est-à-dire on a eu 3 rencontres interdépartementales et on a fonctionné en mode intelligence collective en mettant et en veillant bien à associer à la fois des collectivités, des services de l'État ou ses opérateurs et les porteurs d'actions de mobilité et pour faire un point ensemble sur les enjeux qui se posaient, les questions qui nous préoccupaient, les constats qu'on avait à faire. Et ce qui a été après aussi le fil conducteur de toute l'action, c'est que, et ça ne vous surprendra certainement pas, je pense que ça pourrait valoir sur presque tous les territoires, ce qui est ressorti, c'est quand même très fortement des enjeux de lisibilité et de mise en cohérence des actions et des dispositifs et des solutions donc, qui peuvent exister sur le territoire ou sur les territoires. La question, évidemment, qui ne fait que se poser avec encore plus de caractère épineux du financement, la question de l'animation et de la coordination, avec un peu aussi mis en avant quid d'un porteur un peu neutre et à quel échelon, et puis celle des outils mutualisés. Et donc, on est parti sur ces rencontres départementales, et à chaque fois dans la mobilisation, il y a des temps qui sont plus au niveau du plus près à une échelle territoriale départementale et à des échelles plus larges comme l'échelle régionale qui permet de redonner encore de la mobilisation plus large comme ce qu'on a fait avec la conférence régionale fin 2024 qui incluait d'ailleurs par exemple un village des mobilités avec la présentation de solutions, mais évidemment, vous vous en doutez, comme toute bonne conférence, et il y a eu à peu près 250 personnes qui étaient présentes, participants, il y avait quand même l'idée de pouvoir partager la question des échanges autour de la question de l'action publique, de ce qui nous semblait fonctionner mieux, moins bien, etc. Et pour répondre aussi à ce besoin qu'on avait donc perçu dès le départ de pouvoir apporter de la visibilité, de la lisibilité et favoriser cette interconnaissance en dehors des rencontres, quelle que soit leur échelle. On a aussi, et je vais vous le présenter maintenant, produit un outil mutualisé qui est un guide de la mobilité solidaire. Peut-être vous pouvez passer. Qu'on a conçu, si vous voulez, et d'ailleurs qu'on a plutôt diffusé dans l'écosystème Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que ça devait vraiment être un outil nous permettant de faire communauté en région, de mieux comprendre l'écosystème, justement, des acteurs, vous l'avez abordé tout à l'heure, et d'alimenter les territoires qui veulent se lancer dans la mise en place de solutions opérationnelles en regardant ce qui peut se faire ailleurs et qui est intéressant dans un ailleurs local, c'est-à-dire à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et aussi, et vous l'avez abordé sur la question des impacts, pour pouvoir avoir des éléments justement pour définir des indicateurs afin de mieux évaluer nos politiques publiques et leur impact. Donc, dans ce guide, concrètement, vous avez à la fois un annuaire des opérateurs et j'insiste, c'est vraiment un annuaire, on a fait un gros travail et j'en profite pour remercier l'agence de mobilité intelligente et inclusive Anne-Laure Nardone qui m'accompagne d'ailleurs et qui a accompagné ma prédécesseure d'ailleurs depuis 2022 et qui nous a aidés et qui a été l'autrice de ce guide parce qu'on a vraiment essayé de voir qui agissait, qui faisait quoi. C'est pas qui est compétent sur quoi, c'est qui fait quoi en région. Et en regardant aussi bien des opérateurs de mobilité qui portent des solutions, là on vous met par exemple l'exemple de Logia dans les Alpes de Haute-Provence, qui d'ailleurs permet de lever par la mobilité des tensions dans le secteur agricole. Mais vous avez aussi le recensement des services publics, des services, agences et opérateurs de l'État. Et on a été aussi, on a envoyé un mailing à toutes les
aux AOML et même aux EPCI et communes qui n'ont pas la compétence pour voir si elles faisaient quelque chose. Et au début, d'ailleurs, quand on pose la question à des communes, elles vous disent c'est quoi la mobilité inclusive et solidaire. Et quand on échange, on s'est rendu compte que même l'échelon communal, là, vous ne le voyez pas sur la diapositive, mais si vous allez voir le guide, et les petits logos là, les petites images que vous voyez apparaître, c'est vous cliquez dessus et très concrètement, vous avez une illustration concrète de ce que, par exemple, la commune a mis en place dans l'appui au permis, si je prends cet exemple qui me vient à l'esprit. Voilà. Au-delà de l'annuaire, et on peut poursuivre, s'il vous plaît. Au-delà de l'annuaire, c'est aussi de pouvoir se dire qu'est-ce qui peut fonctionner, comment on peut s'inspirer, comment on peut donc avoir cette connaissance de bonnes pratiques ou en tout cas de pratiques inspirantes. Et là encore, vous voyez là, vous le voyez mal, mais vous voyez l'OGA, donc un opérateur, le département des Hautes-Alpes avec de l'autostop solidaire, c'est très, très intéressant, ou la Maison de l'Emploi de Marseille. Vous voyez bien qu'à chaque fois, on va chercher dans l'ensemble des catégories d'acteurs. C'est qu'est-ce que nous pouvons tous faire et qu'est-ce qui se fait. Et ça donne aussi une photographie. Alors là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais ça donne une photographie de la nature, de la typologie de ce que l'on met derrière des solutions de mobilité inclusive et solidaire. Donc, on a de l'accompagnement à la conduite qui revient quand même, il faut se le dire, assez souvent et très souvent couplé avec de l'accompagnement dans le cadre de parcours d'insertion et d'emploi. On a du garage solidaire, on a du vélo, on a du transport micro-collectif. Je reviendrai sur la question des plateformes de mobilité, de l'accompagnement pédagogique, du microcrédit, du covoiturage. Bon, vous voyez la diversité, ou en tout cas, vous l'imaginez. Et dans le guide, là, les fiches telles qu'elles sont construites, elles ont une entrée à la fois territoriale et action. Elles ont des éléments qui nous permettent d'avoir des indications sur des facteurs de réussite ou au contraire des difficultés, sur qui finance. Et évidemment, là, vous voyez un petit logo sur la première orange. C'est à chaque fois qu'il y a le label Pacte des solidarités, et on est allé chercher des pratiques inspirantes dans le cadre des crédits, par exemple, d'alliance auxquels Éric Labadie a fait allusion, ou des contractualisations, mais aussi ailleurs, parce que ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se fait sur le territoire au-delà de ce que nous, on peut faire dans le cadre de crédits pactes locaux. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le guide. Anne-Laure, peut-être que d'ailleurs, je vois que tu as mis un lien, donc hop, copiez-le si vous voulez, et comme ça, vous l'aurez, sinon je le communiquerai à Tous Mobiles pour que ça puisse être diffusé. Vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît. Dans ce guide, il était important aussi de pouvoir s'entendre sur les mots. On s'est rendu compte que c'est flou, qu'il y a pas mal de flou, et que donc c'était important d'y mettre un lexique qui apparemment a son petit succès. Et puis, on a mis une webographie avec aussi la liste des fondations. Dans la webographie, vous cliquez, ça vous renvoie. En fait, c'est un guide interactif, donc il n'a pas vocation à être imprimé. Il a vocation justement à pouvoir être utilisé en ligne, parce qu'il renvoie systématiquement chaque fois qu'on le peut, à des actions, à des détails, à des dispositifs, à des programmes, à des financeurs. On peut poursuivre, s'il vous plaît ? Donc, la question de la mobilisation qui se fait en filigrane et qui sous-tend, la question de l'outillage avec, on a vu l'exemple du guide, et puis ce qu'on voit depuis le départ, c'est-à-dire que en même temps, il faut de l'offre de mobilité, et il faut pouvoir l'appuyer, la consolider, voire même donner des idées à l'esprit, comme on l'a évoqué avec les pratiques d'inspirantes, et effectivement, les contractualisations avec donc les collectivités, aussi bien dans le cadre de ce que Johanna Boiré vous a présenté tout à l'heure sur le volet emploi, donc dans le cadre des conventions insertion emploi,
que dans le cadre des contrats locaux des solidarités avec, pour notre part, c'est les 6 départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est les 3 métropoles et nous avons la spécificité d'avoir le seul contrat local des solidarités à l'échelle communale avec un contrat spécifique pour la ville de Marseille. Et même si c'est en tout petit, donc vous allez me faire confiance, vous voyez que aussi bien dans les conventions emploi-insertion, la question de la mobilité prend sa place comme levier de frein à l'emploi. Donc, dans 3, les conventions emploi-insertion ne valent que pour les départements. Donc, dans 3 départements sur 6. Donc, c'est comment on peut lever les freins à l'emploi par la mobilité. Et dans les contrats locaux, vous voyez à chaque fois la carte montre pratiquement dans tous les départements, je peux même dire dans tous les départements parce que n'apparaît pas les Bouches-du-Rhône, parce qu'en tant que tel, nous n'avons pas mis cet axe mobilité dans le contrat qui nous lie avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Pour autant, ça n'apparaît pas là, mais par exemple avec la métropole Aix-Marseille-Provence, on a fait un gros travail de diagnostic qui ont été cofinancés par la métropole et nous-mêmes dans le cadre du pacte des solidarités, et nous sommes en train de voir d'ailleurs si peut-être demain un pacte local, je repréciserai, peut être porté sur ces questions-là. Et donc vraiment, dans les contrats locaux des solidarités, cette question de la mobilité, 5 départements sur 6, elle y est présente. Elle y est présente parfois parce que même si on peut venir financer telle ou telle action parce qu'elle nous semble vraiment importante à soutenir, mais elle est beaucoup présente évidemment autour de la question de la plateforme de mobilité dans sa double composante, le savoir bouger et le pouvoir bouger. C'est-à-dire que vraiment, je prends par exemple ce qu'on fait avec le Var ou les Alpes-Maritimes. Le Var, on met chaque année dans ce contrat local 500 000 € et c'est bien quelque chose d'intégré. Il y a du conseil, il y a de l'accompagnement, mais il y a eu de l'achat de véhicules électriques pour mise à disposition en fonction pour lever des freins, c'est-à-dire qu'il faut aussi donner de la solution parce qu'on ne peut pas être uniquement dans de l'ingénierie et de la philosophie, si j'ose m'exprimer ainsi. Et puis, il y a de la coordination dans ces plateformes de mobilité. Et par exemple, avec le Var, puisque je prenais cet exemple-là, on va sur l'arrière-pays varois qui notamment connaît plus de difficultés de mobilité, comme c'est souvent le cas dans des zones plus rurales, même si chez nous, les questions de transport se posent, y compris en zone urbaine et sur l'espace côtier. Pareil que Éric Labadie, hein, la précédente stratégie nationale, enfin locale, donc de prévention et de lutte contre la pauvreté, avec ce qu'on appelait les crédits d'alliance ou d'initiative, avait joué leur rôle. Hein, on avait eu idem 1 million sur 2022 en couplant des crédits emploi insertion et des crédits stratégiques qui ont permis de conforter et d'initier une offre entre 2019, 2021 et puis quand on est arrivé en 2023, on avait quasiment quadruplé. On était passé de 6 à 6 projets les premières années de la stratégie, une vingtaine de projets en 2021, en 2022 et pareil en 2023. Donc, il y a du levier derrière avec des financements, même si c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, et j'en arrêterai là sur cette diapositive, oui, on a quand même, avec le Vaucluse, par exemple, dans le contrat local des solidarités du Vaucluse, inclus cette ingénierie des plans d'action de mobilité solidaire, des PAMS. Donc, ça peut être un levier. Il y a, je ne vous cache pas, une question de calendrier, c'est-à-dire au moment où on a quand même négocié ces contrats locaux des solidarités, peut-être qu'il n'y avait pas encore la maturité nécessaire pour discuter des PAMS sur le territoire.
territoire, ce qui m'a un peu contraint, alors que j'ai beaucoup porté cette question, parce que justement, pour se servir de ces contrats pour financer de l'ingénierie sur les PAMS, c'était un peu compliqué, même si on l'a fait donc dans le Vaucluse. Mais vous verrez, il y a des choses qui vont se lancer en juin, d'ailleurs. D'ailleurs, vous pouvez peut-être passer à l'autre slide. Ah, avant de passer en juin, les pactes locaux, donc comment on travaille la mobilité dans les contractualisations de manière concrète, comment on travaille les pactes locaux dans la solidarité. Donc là, il y a une cartographie sur l'ensemble des pactes locaux avec les priorités, vous ne le voyez pas bien, mais dans les Alpes-Maritimes, hein, le pacte local, c'est vraiment, excusez-moi, vous pouvez rester, voilà, le pacte local, c'est vraiment l'idée, on ne va pas sur tout, on choisit une priorité sur un territoire spécifique, en direction d'un public particulier, et on met toutes les forces vives intéressées et concernées autour pour porter le sujet. Et donc, le pacte local, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, porte justement sur le service d'aide à domicile et les questions de mobilité, avec un double constat et donc une double action. À la fois, on est sur le sujet des travailleurs pauvres dans le secteur de l'aide à domicile, on est vraiment sur un territoire très rural, très isolé, en grande précarité sur l'intercommunalité de Côte d'Azur. Et donc, le frein que rencontrent ces personnes travaillant dans l'aide à domicile, c'est celui de la mobilité avant tout, qui les contraignent à pouvoir d'ailleurs prendre des prestations dans les communes avoisinantes, donc qui font qu'elles sont en travail partiel, parce que c'est souvent des femmes subies, parce qu'elles n'ont pas les moyens de se déplacer, et donc avec des rémunérations très basses. Et donc notre pacte local, il va générer de la solution, là vraiment avec de l'investissement, et là on a été obligé aussi d'aller sur du véhicule électrique ou pas, avec tout un accompagnement autour pour leur permettre de pouvoir augmenter leur quotité de travail et leur revenu d'activité. Et de la même façon, l'autre constat, c'était qu'à l'autre bout de la chaîne, les personnes qui peuvent bénéficier de l'APA, de l'aide personnes âgées par exemple, ou sur la prestation compensatoire du handicap, eh ben, il y avait un taux d'utilisation très faible puisqu'il n'y avait pas d'offre de service. Donc, c'est aussi pour pouvoir améliorer l'accès à des droits de ces personnes-là. Et un pacte, ça, vous voyez, par exemple, celui-là, il a la colonne vertébrale se structure autour de la question de la mobilité, mais ça n'est pas que de la mobilité. En même temps, on va faire du recrutement. En même temps, on met la communauté de communes réfléchit à comment elle peut étendre les horaires du périscolaire pour pouvoir justement, par exemple, dans les temps de formation, trouver une solution pour la garde d'enfants. Le SAD, le syndicat sur la mobilité, va se charger de la formation. Le département va voir comment on mobilise les aides. Voilà, c'est pour vous montrer l'esprit des pactes et en même temps, pour vous montrer que ça peut aussi s'organiser autour des sujets de mobilité. Enfin, voilà. Enfin, et c'est mon dernier sujet là en ce moment. Donc, vous l'avez vu sur la mobilisation de tous, comment on peut impulser ces dynamiques, mais on est quand même à l'heure où il faut se remettre un peu autour de la table entre décideurs publics et financeurs. Donc, en juin, là, je vais mettre autour de la table, et c'est en présence de la région et des différents services de la région, c'est-à-dire pas bien sûr celui de transport mobilité, mais aussi emploi et formation, l'ensemble des collectivités contractualisantes et notamment les directions générales des cohésion sociale ou solidarité, comme les référents mobilité. On va mettre aussi les différents services de l'État concernés, DREAL, DRETS avec le FSE+, les opérateurs, l'ADEME, France Travail. Je ne vais pas vous citer tout le monde, je le travaille avec le SGAR de manière très étroite, la Banque des territoires, c'est-à-dire vraiment, il faut qu'on se mette autour de la table, nous, décideurs et financeurs publics, parce qu'il y a un enjeu à ce que l'on puisse, d'abord pour moi, et ça renvoie à votre question, voir comment, dans mon rôle de commissaire, je peux appuyer le lancement de la dynamique autour des PAMS. Donc, on va avoir un temps d'échange là-dessus. On regardera ce qui a été fait d'ailleurs dans le Vaucluse, mais sans
on n'a pas besoin, si vous voulez, je vais vous le dire comme ça, aussi brutalement, de forcément l'avoir mis dans le contrat local, même si ça aide parce que ça va déclencher du financement, pour pouvoir se mettre autour de la table et nous jouer un rôle un peu d'impulsion pour qu'on se parle sur ce sujet et qu'on voit comment on peut avancer. De la même façon, il y a un vrai sujet parce que partout et chez nous, on n'échappe pas à la règle, il y a un vrai problème de financement en ce moment et de contraintes financières pour tous. Donc, il faut qu'on discute de nos priorités, de justement ce qu'on veut mettre en place. Et comme ces questions-là, elles sont quand même très liées aux questions d'emploi, je veux aussi qu'on fasse le lien avec ce qu'on fait dans la loi plein emploi et de voir comment comité régional d'emploi, comité départemental d'emploi, comités locaux peuvent aussi être un outil, y compris même pour la dynamique des PAMS, et qu'on puisse voir quelles sont les lignes de financement. Et donc, on en est là de ce grand chantier sur la mobilisation. Merci beaucoup, Madame Eskenazi. Je trouve que merci pour cette intervention très, très riche et très, très concrète, qui part vraiment des problématiques du terrain. Je retiendrai votre triptyque d'action, mobilisation des acteurs, guide, contractualisation des solutions et finalement tout ce travail de aussi décloisonnement des politiques et des thématiques que vous menez. Et sur cette dernière slide, là, ce que vous avez évoqué, ce travail de coordination des acteurs qu'il faut faire régulièrement. Et il ne suffit pas de lancer la dynamique, il faut l'entretenir et la faire vivre et se donner des objectifs intermédiaires et peut-être plus lointains en fonction des cadres d'action. Mais on reviendra sur des questions peut-être à la fin, puisque le temps court. Et je voudrais accueillir Monsieur François Gauthier. Bonjour. Vous êtes commissaire pour la région Pays de la Loire et dans votre région, vous avez élaboré une feuille de route partenariale qui a démarré, je crois, en 2022 et qui avait donné lieu à un guide qu'on avait repéré dans nos travaux au laboratoire de mobilité inclusive qui s'appelait Mobilité solidaire à vocation d'insertion professionnelle et qui déclinait un certain nombre de pistes d'action. Et donc, voilà, aujourd'hui, on voulait vous écouter sur l'animation de cette démarche, l'animation de cette feuille de route, avec des jalons qui étaient positionnés. Donc, où en êtes-vous aujourd'hui ? En quelque sorte, quel bilan d'étape ? Quel est votre retour d'expérience aujourd'hui que vous pouvez nous partager ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors, je crois qu'on a pu vous partager à la fois Johanna et puis mes deux collègues Eric et Yolande le fait que le pacte des solidarités et précédemment la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, ça avait constitué un vrai levier de mobilisation des acteurs et de structuration des acteurs de la mobilité solidaire. Moi, je voulais en quelques mots revenir sur l'expérience qui avait été portée en Pays de la Loire et qui a débuté, elle aussi, en 2022 par un travail qui avait été engagé avec l'ensemble des acteurs de la mobilité solidaire. L'idée, ça a été justement de travailler à cette jonction des acteurs de la mobilité et des acteurs de la solidarité, qui évidemment parfois se parlent sur le terrain et construisent des projets ensemble au plan local, mais c'est parfois aussi se faire parler quand même des mondes des acteurs qui ne se parlent pas toujours. Et donc, en lien avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté à partir de 2018, puis surtout à partir de 2020-2022, on a cherché à partager une stratégie conjointe en Pays de la Loire, à la fois conjointe à l'ensemble des services de l'État, dans une dimension interministérielle. C'est notre rôle en tant que commissaire à la lutte contre la pauvreté de porter aussi cette interministérialité, donc avec les collègues des secrétariats généraux aux affaires régionales, de la DREAL, des DRETS, mais aussi au plan départemental des DETS ou au sens large avec les acteurs du service public de l'emploi, et je pense en particulier à France Travail ou aux missions locales, mais surtout de ne pas rester dans uniquement ce dialogue, on va dire, interne à l'État et aux opérateurs de l'État, mais c'était de travailler surtout avec les collectivités, les acteurs associatifs, les acteurs privés, les personnes concernées. Alors, comment est-ce qu'on a procédé en Pays de la Loire en 2022 ? On a impulsé une démarche, le ministère de la lutte contre la pauvreté a impulsé une démarche qui a été confiée concrètement de manière opérationnelle au CEREMA. Le CEREMA qui a conduit un travail de cartographie de l'offre de mobilité solidaire en Pays de la Loire, d'identification des besoins, des leviers, des acteurs, et tout un travail ensuite d'animation et de structuration du travail régional. Donc une mission confiée en 2022 avec une approche initiale, comme vous l'avez indiqué, qui était centrée sur la question de la mobilité solidaire à vocation d'insertion professionnelle.
Mais je peux dire tout de suite que depuis maintenant 2024, on a fait le choix de ne pas se limiter à cette question de l'insertion professionnelle. C'était dans l'ADN un peu initial de la stratégie de prévention et lutte contre la pauvreté, mais depuis l'année dernière, et on l'a acté dans notre feuille de route 2025, l'objectif est de s'appuyer sur la situation de l'ensemble des personnes en situation de vulnérabilité. Donc dans une région comme celle des Pays de la Loire, c'est notamment les 400 000 personnes qui sont en situation de pauvreté monétaire dans notre région, mais c'est aussi l'ensemble de personnes qui sont situées dans ce qu'on appelle le halo de la pauvreté. Je pense notamment évidemment à la question des travailleurs pauvres ou aux personnes qui sont en situation de risque de vulnérabilité et d'isolement. Alors en quelques mots, je pourrais vous repasser les liens sur le bilan, mais vous redresser les constats qui avaient été partagés. D'abord, un vrai travail d'acculturation commune. Yolande l'a évoqué, mais il y a vraiment un travail sur cette question du vocabulaire commun pour s'entendre sur ce qu'on dit quand on parle de bénéficiaires, de prescripteurs, de plateformes de mobilité ou de financeurs. Le constat en Pays de la Loire d'un écosystème qui était déjà riche et très structuré. On part, et ça on l'a partagé, je pense toutes et tous, on ne part pas de rien sur les questions de mobilité solidaire, mais qu'on a par contre un écosystème certes riche, mais qui est assez inégalement réparti dans notre région. Par ailleurs, autre constat important, la question d'une offre incomplète, mais qui en lumière fait face à des besoins qu'on pourrait qualifier d'infinis. En matière de mobilité, les besoins peuvent être très individualisés et donc nécessiter une adaptation très forte. Donc un vrai enjeu sur la question des solutions d'accompagnement à la mobilité, des solutions en particulier individuelles, le travail sur la question du transport collectif, sur les services partagés encore un peu trop limités. Une offre riche, je vous disais, mais également pas toujours facile d'accès, ça c'est évidemment un point important, en lien avec des enjeux qu'il s'agit à la fois de poser, qu'on connaissait, mais c'est important de pouvoir établir les enjeux derrière ces besoins, d'indisponibilité liée au statut. L'accès à un certain nombre d'offres était parfois limité au fait d'être allocataire du RSA ou de bénéficier d'un certain nombre de prestations, des indisponibilités également qu'on peut qualifier de temporelles, d'autres plutôt sociales ou culturelles, et puis des indisponibilités plutôt spatiales ou en termes d'information. On a aussi, avec l'équipe du CEREMA, essayé de travailler à une cartographie des services. On est arrivé à un travail sur la définition de 8 familles de services. Et puis derrière, peut-être surtout insister sur un point dans notre feuille de route. On a eu cette volonté de définir ce qu'on a proposé, être une offre socle de mobilité solidaire dans la région des Pays de la Loire. Alors, quand on dit offre socle, il ne s'agit pas d'une offre unique, il s'agit de définir un bouquet de services qui apparaissait nécessaire sur l'ensemble du territoire et de définir autour des services complémentaires pour répondre justement à cette question d'une offre riche, mais besoin d'adaptation en fonction des territoires. Notre feuille de route, elle a constitué justement précisément à adresser ces différents points et on a eu tout un travail sur la structuration de l'offre socle, sur l'amélioration de la visibilité de l'offre, avec un travail important avec les différentes plateformes qui recensent l'offre de mobilité ou les offres d'accompagnement en matière d'insertion, comme Dora ou encore le Soliguide, avec un vrai enjeu d'interopérabilité entre ces plateformes et ces annuaires, tout un travail sur l'interface entre prescripteurs et opérateurs, la mobilisation également des employeurs dans le cadre de la réforme de France Travail et du réseau pour l'emploi. L'objectif également de rendre l'offre de droit commun plus solidaire, d'interroger les limites statutaires, de réfléchir à la gouvernance, tout un ensemble de sujets qui nous a mobilisés dans une animation qu'on a conduit. Je vous ai mis sur les slides suivantes les 2 illustrations très rapides de notre animation en 2024 puis en 2025. Alors l'animation en 2024, concrètement, comment est-ce qu'on a structuré nos travaux? On a un comité régional de la mobilité solidaire qui a été mis en place. Je pourrais passer sur la slide suivante. Ce comité régional, il vise à piloter les enjeux de mobilité solidaire dans la région. Il réunit sous ma présidence l'ensemble des services de l'État concernés, les collectivités, conseils régionaux, conseils départementaux, mais également les acteurs de la mobilité solidaire, les plateformes de mobilité, les personnes concernées, les associations, les entreprises. Ils se réunissent 2 fois par an pour définir notre feuille de route et en faire un bilan. Et ensuite, on a jalonné notre année avec l'équipe du CEREMA par à la fois des webinaires d'interconnaissance et d'accompagnement, des journées sur la mobilité solidaire au niveau régional et puis des temps d'ateliers collectifs qui sont maintenant un peu institutionnalisés dans la région depuis 2022 à raison de 2 à 4 par an, qui permettent de rassembler les acteurs de la mobilité solidaire pour à la fois travailler ces enjeux d'interconnaissance
et puis également d'approfondir la question de la structuration de notre feuille de route. Enfin, ça, c'était sur l'animation en 2024, et puis vous avez sur la slide suivante l'animation en 2025. On a repris un peu la même logique. On a eu, il y a quelques semaines, notre dernier atelier mobilité solidaire dans la région, avec à la fois la présentation d'initiatives locales et puis un approfondissement, notamment sur la question de l'évaluation. Alors peut-être juste en quelques mots pour terminer ma présentation, ce travail de structuration que je vous ai présenté, il n'est pas juste pour faire beau et pour se rassembler et pour définir en chambre un certain nombre d'éléments de feuille de route. Cet objectif et cette structuration, ça vise à précisément répondre à l'ambition qui est donnée par le Pacte des solidarités. Le Pacte des solidarités sur la question de la mobilité solidaire, il appelle à passer à l'échelle. Passer à l'échelle, c'est pouvoir passer aussi sur des travaux qui étaient parfois construits de manière un peu plus locale, sans coordination, sans nécessairement avoir défini une stratégie régionale, et bien à porter aussi cette stratégie. Alors comment ça se décline dans la région des Pays de la Loire? Eh bien, à l'image de ce que vous ont partagé Éric Labadie et Yolande Eskenazi, ben, ça se traduit également dans les contrats et les pactes locaux des solidarités. Je ne vais pas vous donner tous les éléments, mais peut-être vous repartager un ou deux chiffres et une ou deux illustrations pour terminer mon propos. On a, dans la région des Pays de la Loire, les 5 conseils départementaux qui se sont engagés dans le cadre des contrats départementaux des solidarités. Dans le cadre de ces contrats départementaux des solidarités, Johanna, vous l'a partagé, il y a un axe qui porte sur la transition écologique solidaire. Et bien, dans cet axe, on a à peu près en Pays de la Loire 50% des actions qui visent des sujets de mobilité solidaire. Au total, sur l'ensemble de la période 2024-2027, c'est environ 4,2 millions d'euros de crédits qui sont engagés dans ce cadre, avec des actions très diverses. Pour conclure, on a à la fois des actions sur la structuration de l'offre, par exemple en Vendée, pour développer la politique de mobilité solidaire, ou encore en Sarthe, via une action sur l'achat de véhicules électriques pour favoriser la mobilité, notamment en milieu rural. Je voulais aussi, peut-être pour conclure, vous dire qu'il y avait un vrai enjeu, au-delà de ces contrats et de ces pactes locaux, d'accompagner les acteurs sur la sécurisation des modèles économiques. C'est un vrai travail qu'on conduit dans la région. Sécuriser les modèles économiques, c'est à la fois aller vers d'autres sources de financement. Je pense notamment au fonds vert, dont la possibilité qu'il permet de financer un certain nombre d'actions pour les AOM en milieu rural, mais c'est aussi accompagné vers l'évolution des modèles économiques avec certaines plateformes de la région. Nous travaillons notamment sur ces sujets. Et puis, dernier mot pour vous dire que l'un des enjeux qu'on porte dans notre feuille de route 2025, vous l'avez évoqué, c'est un des sujets portés par le LMI également, c'est la question de l'évaluation d'impact des actions de mobilité solidaire. Et donc, on conduit aussi un travail de structuration sur ce sujet. On a également financé d'ailleurs une des plateformes de mobilité pour qu'elle conduise une évaluation d'impact social de son action. Donc voilà, pour conclure, vraiment, le pacte des solidarités, il appelait à passer à l'échelle dans le cadre de la mobilité solidaire. C'est ce qu'on essaye de faire en Pays de la Loire en ayant une action structurée à la fois au plan très local dans le financement des actions, mais aussi dans cette feuille de route régionale pour donner de la guidance et de la visibilité aux différents acteurs, et puis permettre aussi de passer le cap aussi pour certaines structures qui sont parfois encore un peu jeunes ou encore un peu fragiles et qui ont besoin de cet accompagnement global de l'ensemble des acteurs. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier, pour ce panorama très, très complet, très clair, et merci d'avoir rappelé l'objectif aussi du passage à l'échelle, qui était un des constats du livrable que nous avions, que vous retrouvez sur le site du labo, que nous avions réalisé, puisque la mobilité inclusive, le baromètre des mobilités du quotidien de WeMove nous dit qu'il y a 15 millions de précaires en mobilité en France, et il y a 100 000 personnes à peu près qui sont accompagnées chaque année avec tous les types de dispositifs confondus. Donc cet enjeu de passage à l'échelle, il est fort, et voilà, on voit bien la contribution de chacun, la pierre à l'édifice qui est nécessaire. Dans les quelques minutes qui nous restent, Sandrine, est-ce qu'on a des questions de la part de nos participants? Alors, on ne t'entend pas, Sandrine. Je ne sais pas si ton micro est ouvert. Ben, si, mon micro est ouvert. Vous m'entendez? Oui, on a quelques questions, alors plutôt des questions très pratico-pratiques, j'allais dire, sur des contacts, où est-ce qu'on peut trouver, par exemple, les coordonnées des personnes en charge de la mise en œuvre de ces actions qui ont été définies dans le cadre des pactes locaux des solidarités. Je pense que cette question peut s'adresser à l'ensemble de nos commissaires. Sur le guide aussi, mais les liens ont été mis
dans le chat. Et puis, une autre question, je crois que ça concernait M. Labadi sur votre intervention concernant quand vous avez évoqué les diagnostics sur la prise en compte des revenus des ménages. Est-ce qu'il ne faudrait pas descendre à une étude plus individuelle, puisque la situation des personnes peut varier au sein d'un ménage pour prendre en compte la situation réelle des personnes quand elles rencontrent des difficultés? Ah, ça, c'est un débat récurrent. Enfin, je me permets de répondre tout de suite à cette question. Effectivement, il faudrait qu'on puisse aller vers une individualisation une mesure individuelle des situations. On est d'accord, c'est le problème de la conjugalisation des revenus et après, pour produire, il y a la production de données essentiellement réalisée par l'INSEE, sur laquelle on s'appuie et qui a le mérite déjà d'objectiver les situations. Mais oui, je suis d'accord, c'est peut-être imparfait, ça a déjà le mérite d'exister. Merci, et merci pour l'ajout de la carte par M. Gauthier, où on a les contacts sur chacun des territoires des commissaires à la lutte contre la pauvreté. Je rebalaye, je ne crois pas avoir vu d'autres questions. D'accord. Non, il ne me semble pas. Si, pourquoi certains, une dernière question peut-être, si on a une minute, pourquoi certains départements n'ont-ils pas adhéré à la démarche des pactes locaux des solidarités? Je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être c'était sur la dernière intervention, je pense. Ouais, ça, c'est très variable. Souvent pour des raisons politiques, masquées par des raisons budgétaires, on va le dire comme ça. Ou inversement. Ou souvent pour des raisons budgétaires qui masquent des raisons politiques. Oui, tout à fait. Et le principe rappelé de ces contractualisations, c'est un principe volontaire. Il n'y avait aucune obligation pour les conseils départementaux de s'inscrire dans ce cadre. Et au contraire, on a aussi insisté, nous, sur la volonté, dans le cadre de ces contractualisations, d'avoir un effet levier sur des actions nouvelles. Donc, l'objectif pour nous, c'est aussi de réussir cet effet levier. Si concrètement, une collectivité estime pour des raisons qui peuvent tout à fait lui appartenir de ne pas vouloir s'engager dans ce cadre, eh bien, nous, ce n'est pas forcément l'objectif de leur forcer la main. Donc, on a eu vraiment ces discussions-là au plan local. Et par contre, on a pu aussi mobiliser d'autres leviers pour financer la mobilité solidaire quand ça nous apparaissait pertinent, quand on l'a évoqué sur les pactes locaux ou sur d'autres instruments. Il y a des appels à projets qui ont pu exister. Et puis, si je puis me permettre de compléter sur l'axe transition écologique, donc on avait la question des mobilités, mais on avait aussi des questions tout autant centrales sur la lutte contre la précarité alimentaire, l'alimentation, sur la lutte contre la précarité énergétique. Et ce n'est pas parce que, moi j'ai plusieurs collectivités à l'esprit, ce n'est pas parce que, en plus, c'est pas mis dans le contrat local que la collectivité n'est pas agissante. Hein. Ça, il faut bien le distinguer. Voilà. Après, évidemment, ce que mes collègues ont dit vaut. On peut être plus ou moins volontaire sur tel et tel sujet. On avait une dernière question pour la DIPLP, Pierre. Je ne sais pas si on a le temps de la prendre. On peut la prendre très rapidement, peut-être. C'est pour Johanna, du coup. Au niveau national, est-ce que vous rencontrez des problématiques pour identifier les actions qui entrent dans le cadre de la mobilité solidaire, région par région? Johanna, vous nous entendez? Pas l'impression. Non, je ne sais pas si elle nous entend. Bon, je ne crois pas. Bon, on pourra relayer la question. Je vous propose on est au bout de ce webinaire, je vous propose de conclure. Merci à nos 4 intervenants, en tout cas pour ces exposés très riches et très intéressants. Merci à vous tous qui nous suivez, qui êtes fidèles à nos webinaires depuis assez longtemps. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver ce webinaire et le replay
comme tous les précédents, sur la chaîne YouTube du LMI. Nous vous ferons parvenir également à tous les inscrits au webinaire les liens, les ressources qui ont été partagées. Quand je vois le chat, il y a eu beaucoup d'échanges et de ressources partagées. Merci à toute l'équipe qui a préparé ce webinaire avec moi. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mardi 14 octobre prochain pour un nouveau webinaire. Ce sera l'épisode 19, avec une formule en quelque sorte inédite, puisque nous allons vous donner la parole. C'est-à-dire, vous qui nous écoutez, qui suivez ces webinaires, nous vous proposons de contribuer et de nous formuler des propositions de contribution autour de ces enjeux de mobilité solidaire, des solutions, des obstacles au montage de projets, des succès que vous pouvez rencontrer dans vos différentes actions, dans vos différents projets. Et vous avez jusqu'au 31 mai pour nous formuler des propositions via le site à la fois du laboratoire de la mobilité inclusive et de la démarche Tous Mobiles. Et une partie des solutions, des propositions qu'on aura reçues seront examinées, évaluées, et une partie servira à constituer le futur programme de ce webinaire, donc avec une variété de thématiques et d'échanges possibles autour de ces sujets. Merci beaucoup pour votre participation et bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.